Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis docteur en sciences du sport et l'auteur de Courir mieux et de ses réseaux associés. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui va nous intéresser, c'est plutôt notre invité, Ludovic Pommeret. Bonjour Ludo. Salut. Ludo me fait l'honneur en tout cas d'être le premier invité de cette série de vidéos que j'ai intitulée les Courir mieux rencontres et qui ont pour but de rentrer dans les méthodes d'entraînement et les actualités sportives de sportifs, d'entraîneurs, mais également de chercheurs en sciences du sport. Alors, on va commencer déjà par une présentation assez générale, Ludo. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, plutôt sur ce qui concerne le hors-sport, qu'on aura le temps d'aborder par la suite? Le hors-sport, donc je m'appelle Ludovic Pommeret, je suis marié, j'ai 2 filles, quel âge maintenant? 19 et 22. Et je travaille pour le contrôle aérien suisse à Skyguide. Puis voilà, j'ai 48 ans. Et puis voilà, je crois que c'est tout, quoi. Ok. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie que le trail? Le trail, ça consomme pas mal de temps. Après, j'aime bien aussi le ski. Je fais du ski alpe aussi, donc bon, c'est un peu lié quand même, parce que pour moi les deux sont un petit peu liés quand même. Puis voilà, après on a passé du temps à faire notre maison ici, la construction. On a encore 2-3 autres petits projets aussi en cours, donc c'est pas une passion, mais voilà, c'est un passe-temps, quoi. Ça occupe ton temps en dehors. Je vais te demander 3 éléments préférés qui vont nous permettre peut-être de donner une idée de ta personnalité derrière le sportif. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton film préféré? Film préféré, je regarde pas beaucoup le. Okay. Film préféré. Non, là qui me vient à la tête, mais c'est un peu lié au sport du coup, hein, on va dire Forrest Gump. Ok, ça me va bien. Ton livre préféré? Un bouquin que tu as adoré? Là dernièrement j'aime bien, mais c'est plus les images, en fait, le livre d'Alexis Berg sur les grands trails, ouais, je trouvais c'était joli, quoi. Voilà. Il est magnifique. Bon, après c'est pas un livre de lecture, mais. Et une chanson préférée? Alors là je suis un petit peu old school, j'aime assez bien les anciens albums de Renaud, donc ça date un petit peu, quoi. Ça fait un artiste, mais ça. Voilà, ça ouais, va c'est bien. plus un artiste, mais ouais, allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y en a plein, que j'aime bien, voilà. Donc, Ça me va bien comme réponse. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le sportif que tu es, avec un portrait du trailer qui est derrière Ludovic Pommeret. Je reprends ma fiche parce que j'ai parcouru ton palmarès depuis tes débuts sportifs, et pour me souvenir des plus grandes étapes, il y a quand même une liste qui est conséquente. Mais récemment, tu as fait 5e à l'UTMB 2023 et 13e à la Western States 2023, alors que tu étais blessé, si je dis pas de bêtises, sur la fin. ouais, Ou un peu abîmé. Voilà, ouais. Tu as fait premier à la TDS l'an dernier 2022, qui était avec une avance considérable sur le deuxième, qui était une victoire retentissante. Premier à la Diag 2021, quatrième à la Diag à l'UTMB 2021, deuxième à la Diag 2019, troisième à la TDS de la même année, premier à l'UTMB 2016. Après une remontée dont on a entendu parler de très nombreuses fois, on en reviendra dessus par la suite sur tes remontées. Mais la fameuse remontada dont tout le monde a entendu parler, c'était sur cette UTMB là. Et en plus de ça, on cumule, quand on regarde un peu ton parcours, il y a aussi plein de victoires sur d'autres courses qui ont un petit peu moins de renommée, et des victoires également sur des courses de ski d'alpinisme, où tu as réussi à des fois prendre la première place, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est quand il n'y avait personne, alors, parce que ski alpinisme, il y a vraiment un gros niveau, c'est assez dense, donc c'est encore un sport qui est très élitiste aussi. Okay. Donc c'est compliqué quand même en ski alp, mais voilà. Et une autre information que j'ai eu du mal à trouver, alors je ne veux pas me tromper, tu as commencé la compétition de trail en 2007? Ah non, c'était avant ça. Avant 2004? 2004, c'est mon premier UTMB. Okay. Donc voilà, moi ça fera 20 ans l'année prochaine. Et non, la première course où je me suis inscrite, c'était une course qu'il y avait dans la vallée ici. C'était en 2000. Donc voilà. Donc ça fait déjà 24 ans de pratique du trail en compétition. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quel sportif t'es, c'est quoi ton passé sportif et comment est-ce que tu es arrivé au trail? Passé sportif, tu l'as dit, c'est plutôt celui-là. Enfin, avant ça, je faisais pas de sport d'endurance. Moi, je faisais snowboard, windsurf, voilà, des sports de glisse un peu plus fun. Quand on a 20 ans, en fait, je pense que c'est des trucs un peu plus sympas. Et c'est vrai que la course d'endurance, surtout, c'est pas quelque chose qui m'intéressait vraiment à cet âge-là, quoi. Après, j'y suis venu un petit peu justement par le défi aussi avec mes beaux-frères qui faisaient de l'athlé, il y avait des montées.
peut-être une des premières que j'ai fait ici, c'est monter au refuge qui est juste derrière nous. Voilà, comme il y avait beaucoup de montées en fait à l'époque, voilà, des petites montées sèches comme ça. C'était plus ce défi par rapport voilà, à mes beaux-frères qui faisaient de l'athlé et puis moi je faisais rien de tout ça. Donc voilà. Donc t'as pas de passé sportif dans les sports d'endurance dans ta jeunesse où tu étais plutôt multisport et tu as touché un peu à tout? Ouais, un petit peu tout, mais non, pas de passé de course à pied. Okay. Je crois que ça se voit à ma foulée de toute façon. Donc elle est assez. Elle est efficace apparemment en tout cas. Ouais, efficace, voilà. Elle n'est pas esthétique. Pour moi, elle me convient en tout cas. Ouais, c'est le plus important, je pense. Est-ce que tu pourrais nous mentionner, toi, dans ta carrière de trailer et de trailer, on va dire, de manière générale, si tu as eu un moment décisif qui a marqué un virage un peu dans ton parcours? Oui, forcément, il y en a eu un. C'est quand, un petit peu par hasard, en fait, je suis rentré en équipe de France. Donc c'était suite au championnat de France en 2014 où je termine 3e. Et voilà, donc je suis sélectionné après. Repêché on va dire, parce que c'était pour les mondiaux à Annecy en 2015. Donc ils avaient étendu l'équipe de 6 à 9 et donc je suis dans les 3 supplémentaires. Et ouais, c'est un petit peu ça le tournant parce que avant, même si j'avais eu déjà Philippe Propage en contact où il m'avait demandé pour m'entraîner, enfin voilà, que j'avais jamais voulu passer le pas. Et puis là je me suis dit avant les mondiaux, bon, j'ai demandé un mois après, donc un mois avant, donc c'était un petit peu tard. Mais ouais, et puis après je l'ai jamais quitté, donc c'est vraiment ça qui a fait le changement. Disons qu'avant ça, je courais beaucoup, pratiquement toutes les 2 semaines. Donc je faisais beaucoup de courses, peu d'entraînement et puis encore moins d'entraînement structuré, pas de fractio, tout ça. Donc voilà, avec Philippe, c'est vraiment ce qui a changé. C'est plus se focaliser sur une course, faire des entraînements fractionnés, combler un peu mes lacunes, notamment sur le plat. Donc je pense avoir peut-être un petit peu perdu sur voilà, peut-être ma vitesse ascensionnelle, mais gagner au global en fait en efficacité, quoi. Oui, de toute façon, on aura le temps de rediscuter un peu de comment tu t'entraînes, mais c'est déjà une vision importante, ça, ce moment où tu as pu passer avec une autre vision de l'entraînement, on va dire, qui a pu changer un peu. Ouais, vision de l'entraînement, enfin vision tout court de l'entraînement en fait, parce que je n'en avais pas vraiment. Et ouais, vraiment aussi, c'est se préparer pour un objectif. Ouais, plutôt que de faire des courses toutes les 2 semaines, et puis des fois ça allait, des fois ça allait pas, donc voilà. Ouais, et peut-être qu'aussi, tu me corrigeras si je me trompe, mais peut-être que l'évolution aussi du trail et de la densité qu'il y a au départ, etc., peut-être aujourd'hui laisse moins cette opportunité de faire beaucoup de courses régulières, puisque j'ai l'impression que maintenant, il y a beaucoup de niveaux, le niveau a augmenté, ce qui fait que si tu n'arrives pas vraiment bien préparé sur certaines courses, ça passera pas. Le niveau augmente en fait, mais ouais, comme tu le dis, c'est vraiment plus la densité qui augmente. Et enfin voilà, on le voit cette année encore sur l'UTMB. Voilà, sur le début de course, tu te retrouves 50e et tu dis voilà, ça va pas du tout aujourd'hui, mais en fait non. Ok. Une question que je me pose et qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que toi tu as un format de prédilection sur les trails? On voit beaucoup, là où tu brilles, j'ai l'impression le plus, c'est des formats qui sont quand même très longs. Mais est-ce que toi c'est un choix ou est-ce que tu aimes un peu tous les formats et tu cours tout? Jusqu'à maintenant, j'étais plutôt sur des formats 60-80, c'est là où je trouvais pas mal de. Ouais, où j'étais le mieux. Et puis malgré tout, on va y venir, c'est moi qui vais venir dessus du coup. Avec l'âge, en fait, voilà, on a de plus en plus de mal à être compétitif sur les formats qui sont un peu plus courts. Et puis c'est aussi en fait les formats plus longs, en fait, c'est là où je trouve que. Enfin, on a beaucoup plus. Je trouve que les émotions sont après décuplées en fait sur ces courses-là, liées aussi à la fatigue, voilà, liées à l'accumulation des heures. Et voilà, ça m'intéresse, mais aussi parce que je me sens un peu plus compétitif sur ces formats-là que sur les formats plus courts. Et voilà, forcément, ça va évoluer, mais, mais bon, voilà, les efforts courts. Déjà, j'ai jamais aimé vraiment les efforts très violents, en fait, genre montée sèche. Alors, c'est vrai que l'hiver, en ski alpe, on est plus sur des formats relativement courts et assez violents quand même. Mais ouais, l'été, je suis plus sur des formats un peu plus longs, même si je fais quand même des courses 30, 40, voire même 20 km, hein, mais bon. C'est vrai que je rebondis juste sur un élément que tu as dit qui me saute à l'esprit là, en parlant des émotions que tu peux vivre sur du très long par rapport à du très court.
On voit assez souvent des explosions de larmes ou de joie à l'arrivée, par exemple, d'un UTMB, d'une diag, des choses comme ça, parce que c'est très chargé, c'est long, ou de la TDS. La victoire l'an dernier, elle était hyper émouvante. En tout cas, moi, elle m'avait beaucoup ému. Alors qu'à l'inverse, sur des formats comme un Cirezinal ou un Zegamat, tu vois moins ces moments d'explosion d'émotion. Même si ça reste des performances qui sont stratosphériques, tu as peut-être cette charge émotionnelle qui fait que tu vis pas les mêmes choses entre l'un et l'autre. Ouais, je pense que le fait d'avoir passé, enfin c'est souvent plus de 20 heures, donc d'avoir vraiment puisé aussi dans les ressources. Je dis pas que sur Cirezinal tu puises pas, mais voilà, l'effort est quand même vraiment différent. Et ouais, je pense que c'est ça aussi qui fait, vraiment, on voit, voilà, même si au tout début de l'arrivée de Jim, ça manquait un peu d'émotion, mais après on l'a vu aussi pleurer. Enfin voilà, après je pense que je pense qu'il est assez réservé pour ça, mais bon, on voit qu'il a quand même pas pu voilà, les retenir et peut-être que sur une course plus courte, voilà, il n'en serait pas arrivé là, quoi. Ouais, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je te propose de conclure ce portrait trail avec des petites questions très rapides. Tu réponds spontanément avec des éléments qui seront favoris dans le trail. Je vais te demander, c'est quoi ton équipement de trail favori sur lequel tu pars, presque tu pars jamais? Ton petit truc que tu adores emmener avec toi sur une course, une sortie trail? Ouais, je pars jamais sans chaussures, ça déjà c'est sûr. Mais bon, je sais pas si ça compte. Peu importe, ouais. Ton petit chouchou, un truc que tu dis, allez ça je l'emmène tout le temps, un sac préféré par exemple, ou une ceinture, ou un truc que tu aimes vraiment bien porter. Non, après je mets souvent pour la praticité la ceinture Compressport, okay. En fait, ouais, pour pouvoir mettre des trucs rapidement dessus. Après j'ai pas vraiment de trucs favoris. C'est très bien. Paire de chaussures que tu adores? Celle que j'ai portée sur UTMB, j'aime bien. Après sinon c'était une Speedgoat 5 qui est plus classique. Ouais. Okay. Un sommet ou un parcours que tu adores pour t'entraîner ou t'aimes aller? Ah bah là on est juste à côté, hein. Donc okay. Ouais, c'est ici, voilà, aller sur le col de la Masse, sur le col de Chavière, juste à côté de la maison, quoi. Ton aliment un peu phare sur une sortie, un truc que tu vas consommer très souvent? En entraînement tu dis? Ouais, ou en course, peu importe. Un truc qui te vient à l'esprit là comme ça? Ouais, non, en entraînement en fait, j'utilise pas la même alimentation en course et en entraînement. Donc je teste très peu mes produits parce que je sais que je les supporte bien, ça fait longtemps que je les utilise. Donc en entraînement, je suis plus sur une pâte de fruits, un truc qui a un peu plus de saveur, puis après je suis sur du gel pendant la course. Donc, okay. Un aliment en récupération, en fin de course, ton plat fétiche? Pizza, quoi. Pizza. Ça c'est assez classique. Ça, je pense. Une course fétiche, celle où tu dis celle-là je veux vraiment y retourner régulièrement? Ouais, la Diag, quoi. C'était une de mes premières grandes courses en fait. Et c'est vrai que j'ai eu, voilà, c'est la première grande course que j'ai terminée. Voilà, j'adore l'ambiance qu'il y a sur l'île. Voilà. Maintenant avec l'UTMB, bah voilà, mais je pense que si j'avais pas gagné l'UTMB, ça serait resté la Diag. Okay. Maintenant voilà, avec l'UTMB, il y a d'autres aspects. C'est pour ça que j'ai envie de revenir aussi sur cet événement. Et puis vu ce que c'est devenu maintenant, c'est un peu incontournable. En tout cas d'être présent. Oui, c'est sûr que c'est des événements maintenant qui rayonnent énormément. On va passer sur la partie plus liée à l'entraînement et à comment tu te prépares, autant au niveau physique que mental. On en reparlera peut-être par la suite. Tout à l'heure, tu l'as mentionné, donc tu es suivi depuis plusieurs années, donc depuis 2014, c'est ça? Depuis 2015 en fait, par Philippe Propage. Ouais. Je l'appelle du coup pour pas que je dise de bêtises. Là. Pour vérifier si tu t'entraînes bien, si tu as bien suivi le plan. La première question moi, que je me posais, c'est elle est comment ta relation avec Philippe et dans l'entraînement que tu as aujourd'hui avec lui? Est-ce qu'il te dessine des grandes lignes que toi tu suis parce que tu connais les séances que tu veux faire? Ou est-ce qu'au contraire c'est très cadré, tu as les séances toutes prêtes et tu les respectes à la lettre? C'est plutôt ça en fait, il est plutôt, voilà, il me fait un plan voilà, à la semaine. Okay. Avec voilà, les intensités, enfin, ce qu'on a à faire. Philippe est aussi plutôt old school, hein, donc voilà, on ne travaille pas forcément avec toutes les technologies qui existent, c'est plus aux sensations, aux ressentis. Moi ça me va bien de travailler comme ça. Donc ouais, séance assez détaillée que j'essaye de maintenir. Après je prends quelques libertés maintenant en fait sur notamment pour cette UTMB, par rapport aux occupations que j'ai aussi sur les volumes. Là j'avais envie de tester un petit peu, voilà, un entraînement aussi un petit peu différente pour cette UTMB, de faire 3 semaines de volume. L'année dernière j'avais fait un gros bloc avant la TDS, un gros bloc pour moi, 320 bornes 20 000. Cette année j'ai fait 3 semaines plus petit. Alors pour moi c'est petit, pour d'autres c'est pratiquement leur semaine classique, mais voilà, elle a 200 bornes avec 15 000 à peu près. Donc voilà, ça c'est plus quelque chose
aussi, qui se prêtait à mes activités, avec le stage qu'on a fait à Valoir, le training camp qu'on avait avec Oka. Enfin, voilà, et puis, donc c'est des aspects, je pense on est toujours en train de chercher aussi ce qui convient déjà. Alors, il n'y a pas de science exacte, même s'il y a des recherches qui sont faites dessus, il n'y a pas de science exacte pour préparer l'ultra. Et puis en plus de ça, je pense que chacun est différent. Donc voilà, on est en train de chercher aussi encore ce qui convient, ce qui va pas. Enfin, ouais, tâtonner, quoi. Ouais, et puis de toute façon, le poids de l'individualisation, il est hyper important, hein, même s'il y a des choses, imaginons dans quelques années, on trouve ce qui semble le plus intéressant pour une grande partie de personnes, ce sera qu'une base autour de laquelle il y aura, voilà, il y aura autant toujours des variantes. Ouais. Exactement. L'individualisation, c'est un aspect hyper important. Là, tu parlais du volume. En dehors de ces phases de préparation qui sont très proches d'une course ou qui se rapprochent, par exemple, d'un UTMB, tu maintiens un haut volume sur tes entraînements un peu en dehors ou tu abaisses tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire au volume? Alors moi pour les prépas avant la western, j'étais sur les 170 bornes par semaine, je sais pas 2, 3, 4, je sais pas, peut-être semaine avant. Sinon je suis plutôt autour d'un entraînement qui est 12-15 heures. Donc ouais, il y a quand même pas mal de variations. Et après voilà, cet entraînement Western State, on s'en est quand même servi pour l'UTMB. Du coup, après la western, on a surtout quand même travaillé la rando, donc le dénive, quoi. Enfin, vraiment, voilà. Je pense que la base a été faite pour les parties roulantes, pour l'UTMB, avec l'entraînement western. Et, il restait plus à travailler la partie, encaisser les dénivelés, les montées et descentes. Et, voilà, donc. Après, ça dépend comment est construite la saison, donc ça ne va pas être 2 années la même chose en fait, hein. Ça dépend de ce qu'on a fait avant. Et puis on adapte, Philippe surtout adapte les grandes lignes. Et puis voilà, il y a quelques petites libertés. Des fois il n'est pas forcément d'accord, ou il me dit il va falloir prendre plus de repos, mais bon, ouais, ça marche bien comme ça. Et puis maintenant, disons que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, peut-être qu'il me laisse aussi un petit peu plus de liberté, la confiance dans ça. Même, si parfois il pense que c'est pas quelqu'un qui met beaucoup de volume en fait, Philippe. Des fois il a l'impression que j'en mets trop. C'est ce qu'il avait peur en fait sur cette UTMB là, d'avoir fait ces 3 semaines de volume, et après il faut pouvoir les encaisser, quoi. Et puis ça rejoint peut-être aussi des fois une impression que j'ai en suivant différents entraîneurs, en essayant de comprendre ce qu'ils font, de virages qu'il y a eu ces dernières années, de réduire un peu le volume vers d'autres approches. Donc peut-être que aussi Philippe, il est peut-être dans ce virage-là, et toi, ça fait longtemps que tu t'entraînes et t'aimes ce type d'entraînement. Donc oui, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Et de ce que je comprends là, de ce que tu dis, c'est que généralement, tu as une base de volume à l'année qui est à peu près la même, et qu'aux approches des événements, tu vas l'augmenter pour être prêt à encaisser ce que tu vas vivre. Oui, de toute façon, il y a toujours une montée en charge avant, surtout pour un ultra, il y a une montée en charge et de volume. Je pense de toute façon qui est nécessaire avant la course. C'est d'autant plus vrai, à mon avis, pour les ultras. Après, la charge n'est pas quand même constante, parce que moi j'ai déjà toute la partie hiver. Donc l'hiver, en fait, il ne gère pas du tout ma partie entraînement ski. Je lui mets ce que je fais, et puis voilà, s'il me case quelques sessions quand j'ai le temps, plutôt la semaine en fait, quand je suis au boulot, pour faire des sorties course à pied. Mais là, du coup, il n'y a pas tellement d'objectifs course à pied, vu que j'ai la saison vraiment d'hiver. Quelques temps, je mixais encore un petit peu, je faisais des trails blancs. Enfin là, j'en fais encore de temps en temps, mais c'est assez rare. Donc ouais, non, elle est quand même pas constante toute l'année, quoi. Et justement, le fait de couper, on peut prendre ça comme un entraînement croisé, mais je trouve que l'hiver, c'est vraiment bénéfique de faire cette pause-là, cette pause entre guillemets, hein, parce que le corps il n'est pas à l'arrêt, mais au niveau articulaire, quand même, le ski alpe c'est beaucoup plus doux. Voilà, ça permet de récupérer un peu des traumatismes de la course à pied, tout en gardant un bon entraînement, parce que c'est quand même un sport qui est hyper complet, qui permet aussi de travailler les bras pour l'été quand on a besoin des bâtons. Donc ouais, et puis vraiment ça économise pas mal, je pense, l'organisme, et notamment les articulations. Ouais. Tu fais partie de ces athlètes qui ont une saison d'hiver dédiée au ski alpe, comme tu dis, et plutôt une saison été où il va y avoir une reprise progressive de la course à pied et du trail, comme d'autres athlètes qui font ça en tout cas. Ouais, puis moi ça m'a toujours assez bien réussi. Après je fais pas mal de volume quand même en ski, assez concentré sur les périodes de vacances en fait. Et ça m'a toujours assez bien réussi les reprises, même si c'est difficile, mais il y a quelques courses sur le Ventoux où j'avais très peu de courses à pied, et
voilà, sur l'entraînement de ski, ça passe assez bien. Au niveau montée, on est assez bien après une saison de ski alpe. Voilà, ce qui est difficile à gérer, c'est les descentes, c'est les courbatures qu'on va avoir dans les jambes suite aux descentes. Mais ouais, la transition se passe assez bien. Ouais. Tu précises que tu croises pas mal avec l'hiver, où tu vas avoir un peu de course à pied et de ski, voire même des fois que du ski. Est-ce que tu croises aussi l'entraînement sur la saison plutôt été? Ou est-ce que par contre, quand les beaux jours arrivent, tu es 100% course à pied? Ou est-ce que tu inclus du vélo, de la force, du travail en salle de muscu, du renfort, peu importe? Alors croiser avec du vélo, c'est un petit peu. Okay. Voilà, disons que j'ai pas, jusque maintenant, j'avais pas assez de temps pour vraiment faire beaucoup de vélo. Je pense que c'est pas mal pour faire du volume, justement, en s'économisant un petit peu, niveau articulaire notamment. Par contre, pas d'autres sports en fait. Donc je fais pas de renfort salle, de muscu. Okay. Ça, je fais pas. Natation, encore moins. Okay. Donc, un point qui m'intéresse et qui revient sur des choses que tu as déjà précisées au début. Tout à l'heure, un peu plus tôt, tu as dit que tu avais, avec Philippe, tu avais commencé à inclure du travail d'intensité, du fractionné, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu répartis ou comment tu alternes ces moments où tu vas faire par exemple beaucoup de volume ou de l'intensité? Est-ce que, par exemple, tu as de l'intensité un petit peu toutes les semaines et ça reste en filigrane? Est-ce que tu vas avoir des périodes où tu vas travailler l'intensité, des périodes où tu bosses le volume ou autre chose? Bah, sur les 3 semaines de volume, on n'avait pas beaucoup pas de période d'intensité. Après, ça n'empêche pas, sur ces semaines de volume, en fait, d'avoir, par exemple, des montées qui sont un peu plus rapides ou voilà, des parties sur plat où on va envoyer un peu plus. Mais non, sur le volume, il met rarement des séances où... par contre, tout le reste de l'année, ouais, il essaye de garder ces séances. Alors, souvent, pendant l'hiver, c'est quand même plus séance plat, mais après, souvent, c'est une alternance en fait des séances qualitatives sur le plat et en montée, quoi. Okay. Donc, on garde, ça reste quand même, ouais, en tâche de fond, on va dire. C'est plutôt des blocs, un moment où tu vas travailler plutôt de l'intensité, puis plutôt du volume, et c'est rarement un mélange des deux à la fois. Non, quand il y a le volume, il y a rarement des intensités qui sont incluses dedans, quoi. Mais tu fais des petites piqûres de rappel dans une... Ou ça peut être aussi, voilà, on n'a pas fait cette année, mais ça peut être par exemple faire une sortie, voilà, rando trail, monter relativement cool, puis de faire, j'avais fait ça, je crois que c'était en 2018, 2019, et de faire toutes les descentes à bloc. Okay. Enfin, vraiment tonique, quoi. Ouais. Donc voilà, l'objectif c'est de casser un petit peu des fibres, et puis voilà, donc ouais, ça varie un petit peu, quoi. Est-ce que tu as inclus dans ta préparation là, qui est avec Philippe, très physique, etc., est-ce que tu as inclus toi un moment dans ta vie sportive de la prépa mentale, un aspect plus psychologique à la prépa ou pas spécialement? Non, pas spécialement, à part en 2018 où j'étais un peu dans une phase, un peu un creux de vague où voilà, j'avais eu pas mal d'échecs sur les courses, je savais pas trop si j'avais envie de continuer en fait, voilà, à courir, voilà, continuer à courir tout simplement. Donc là, ouais, c'était une période qui était un petit peu difficile pour ça. Et là, j'ai pas vraiment fait une préparation mentale, mais il y a un coach mental qui travaille, qui est contrôleur aérien, qui travaille dans mon entreprise. Puis voilà, on a fait 2 discussions comme ça autour d'un café, juste pour voir quelques leviers en fait qu'on peut activer lors d'une course. Voilà, j'ai pas retenu beaucoup de choses. Ce que je retiens principalement et que j'utilise fréquemment, que j'utilise sur toutes mes courses quasiment, hein, c'est vraiment le fractionnement des objectifs en fait à l'intérieur de la course. Donc en plusieurs parties, le saucissonnage. Voilà, ça peut être répartir sur certaines. L'UTMB, c'est en trois étapes principalement en fait pour des grandes bases de vie. Mais après, à l'intérieur de ça, c'est encore aussi voilà, la répartition jusqu'à aller en fait des fois à des objectifs à très très court terme en fait qui peuvent aller de quelques mètres en fait, se donner un objectif jusqu'à un arbre ou un caillou, quoi. Ouais, de découper le plus possible et pour valider ces petits objectifs et rester dans une approche peut-être un peu plus positive. Après il y a un petit peu cet aspect en fait de mental en fait où justement quand on a une blessure, ce que j'ai eu sur la western, voilà, une contracture, un adducteur, où on part un peu dans une spirale négative. D'essayer de retrouver en fait des petits leviers, des choses en fait, pourquoi est-ce qu'on court, et puis de retrouver en fait du positif en fait, qu'est-ce qui va être positif et de repartir en fait dans une
spirale positive plutôt que négative. Voilà, que je l'ai fait sur la western, je l'ai même fait aussi sur l'UTMB. C'est vrai que le début de course, j'étais pas mentalement, j'étais pas assez positif. Je pensais que j'étais vraiment trop à la ramasse, tout ça, que ça allait pas, et par rapport à la densité de la course en fait, et à la place où je me trouvais. Et voilà, c'est de retrouver en fait quelque chose qui va nous dire ah non, finalement c'est bien, tu as ça comme objectif, faut aller jusqu'au bout. Sur la western, c'était à un moment je voulais vraiment abandonner, et puis j'ai dit non, il y a ma fille qui est là pour faire mon pacing des 10 derniers kilomètres, voilà, on va au moins faire ça. Et au final après j'ai passé trop de temps à cogiter, ce qui fait que j'ai pas eu le résultat attendu de la course, mais voilà, j'ai pu quand même aller au bout de la course et puis faire cette partie avec ma fille, quoi. Une autre question que je me posais, c'est comment est-ce que tu approches la récupération et l'enchaînement des séances, puisque c'est pas facile. Est-ce que il y a des marqueurs par exemple que tu suis, toi, qui t'intéressent, comme je sais pas, ta FC de repos, une VFC? Est-ce que tu le fais comme tu disais tout à l'heure, comme les séances, tu les fais beaucoup à la sensation? Est-ce que la récup aussi, ça se passe comme ça? Alors la récup, déjà normalement c'est Philippe qui me la met, il me met aussi des jours de repos. Je suis désolé, je te coupe. Jour de repos, récup active, récup passive, les deux? Il y a des jours de repos, zéro sport, quoi, okay. Rien. Et moi ça me va en fait, je sais qu'il y a des coureurs qui n'arrivent pas à prendre un jour et puis qui vont faire un peu du vélo. Donc et puis il y a des récup, comme tu le dis, en fait, après un grand week-end ça va être 1 heure ou 1 heure et demie de vélo pour tourner les jambes. Donc voilà. Mais quand tu parlais de marqueurs, moi en fait, quand je suis surtout en fait dans ces périodes où il y a pas mal de volume, moi je sais que quand je commence à basculer un peu sur l'entraînement, au feeling en fait, pour moi je sais que je suis juste à la limite, donc il faut faire attention. Quand je commence déjà à moins bien dormir la nuit, je dors relativement bien en principe les nuits, donc quand je commence à moins bien dormir, et ça se voit, je prends pas ma VFC ou rarement, en tout cas je fais pas un suivi vraiment tous les jours. Par contre la fréquence cardiaque aussi, je vois que la nuit elle descend moins, quoi. Même si je ne suis pas quelqu'un qui bat très lentement la nuit, voilà, quand on gagne 5, 6, voire jusqu'à 10 pulses la nuit, c'est aussi on est un petit peu sur le fil du rasoir, quoi. Moi, il y a une question qui me vient en tête et que je trouve impressionnante par rapport à ton parcours, c'est comment tu as équilibré à un moment. On en avait parlé un petit peu quand on s'était appelé au téléphone. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est comment tu avais équilibré vie personnelle, vie pro, puisque tu as un métier, et vie d'athlète en fait. Comment est-ce que tu as réussi à un moment, par exemple dans le virage sportif que tu as vécu, à combiner les trois, à trouver un équilibre, et comment tu fais aujourd'hui en fait pour réussir à équilibrer tout ça? Déjà grâce à mon coach, parce que dès le départ il a pris en compte en fait ces trois paramètres en fait qui fait ta vie en fait, et de faire attention en fait à pas en négliger une des trois. Alors c'est pas possible en fait, c'est plus des compromis qu'il y a à faire entre ces trois aspects. Donc Philippe, par rapport au travail que je faisais, forcément j'avais moins d'entraînement la semaine que le week-end, c'était un peu plus chargé le week-end. Alors là forcément le week-end, c'est aussi des temps qu'on peut avoir en famille, donc ils sont peut-être un petit peu diminués. Donc ouais, Philippe a toujours été a insisté aussi là-dessus que c'est important d'avoir cet équilibre en fait entre la vie de famille, le boulot et l'entraînement. Et c'est vrai que je parle de compromis parce que c'est exactement ça. Des fois, il y a des fêtes de famille, voilà, on n'est pas forcément envie d'y aller parce qu'on est dans l'entraînement, on est dans une phase spéciale de l'entraînement, et des fois c'est compliqué d'aller faire un anniversaire, de se coucher tard, et puis voilà. Mais c'est plus du compromis qu'on a trouvé. Après, ma femme m'a beaucoup aidé aussi avec les enfants, parce que c'est vrai que les filles, j'ai quand même pas fait souvent les devoirs avec elles, c'est quand même plus Céline qui s'en occupait. Donc maintenant elles sont grandes, on n'a plus trop besoin de faire les devoirs avec. Donc maintenant elle peut courir un petit peu plus, mais c'est vrai qu'elle a mis entre parenthèses voilà, un petit peu aussi d'autres occupations, d'aller courir. Elle l'a fait pendant un moment, puis après elle a arrêté complètement quand les filles ont grandi. Et ouais, c'est vrai que je pense que si les deux dans la famille courent, c'est compliqué quand même. Donc c'est sûr que là, c'est vrai que Céline, elle a fait beaucoup de boulot là-dessus, quoi. En tout cas, elle t'a apporté un soutien à des moments clés qui t'ont permis à toi de bien équilibrer tout ça, plus les compromis, ça fait que tu as pu avoir cette carrière
Ouais, et puis là, bon, maintenant, ça fait 1 an en fait où j'étais à 100% avant en Suisse, donc c'était 41 heures par semaine. Là, ça fait depuis septembre, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant, 1 an et 2 semaines, où je suis à 60%. Donc là, ça change quand même pas mal la vie aussi, sachant que bah, les filles, elles ont plus trop besoin de nous, donc là, on a quand même beaucoup plus de temps aussi pour nous. C'est aussi pour ça qu'on s'entraîne pour, voilà, pour la Diag, la 2. Donc on passe plus de temps ensemble. Alors moins famille avec les enfants, mais plus famille couple, quoi. Super, moi, je pense qu'on a bien compris cet équilibre que tu as, en tout cas dont tu rayonnes aujourd'hui, parce que c'est quelque chose, moi je trouve que j'ai remarqué chez toi en écoutant des podcasts où tu as parlé, des interviews avant de faire celle-ci, et je trouvais qu'il y avait ce côté-là, équilibre, compromis, qui ressortait bien et que tout le monde n'a pas. Il y a des athlètes qui sont, comme tu disais, sur le fil du rasoir pour la récup, bah pareil sur l'équilibre, et à un moment ça risque de péter. Bah ouais, j'ai pas mal d'exemples aussi de personnes qui n'ont pas fait ces compromis, qui ont trop misé sur... Enfin, trop misé, c'était aussi leur choix, hein, de miser sur le sport. Après, qui ont perdu soit la famille, quoi. Enfin, ils sont séparés d'un couple, quoi, ou le boulot. Après, il y en a qui sont partis plus en fait à se mettre pro. Alors, il y a des fois où ça marche, et puis il y a des fois où ça marche pas. Même d'être pro, c'était aussi, à un moment donné, quand j'ai commencé, peut-être qu'il y avait possibilité que je passe, en fait, quand j'ai atteint un certain niveau, que je passe professionnel, voilà, que je fasse que ça. Maintenant, bah, j'avais déjà quand même ma famille, donc passer pro, c'est aussi quand même pas mal de pression, je pense. Quand ça passe d'un hobby à un métier, enfin hobby, une passion, enfin voilà, à un métier c'est pas pareil, quoi. Quand on court pour manger ou on court voilà, pour se faire plaisir, et puis bah, si ça marche pas, on mangera quand même, c'est un peu différent, quoi. Enfin, on rejoint un petit peu les Kenyans dans une autre mesure, mais voilà, c'est la même chose, hein. D'être pro, ça rajoute quand même aussi pas mal de pression. Donc c'était aussi une façon aussi de se protéger de ça, et puis de moins avoir de pression sur la course, hein. Une course comme l'UTMB, on a déjà assez de pression comme ça au départ, hein. Et là, ça fait une belle transition ce que tu viens de dire, parce que pour moi ça m'amène logiquement à la dernière question que je vais te poser dans la section, dans le chapitre comment tu t'entraînes. C'est quoi le secret de ta longévité selon toi dans ce sport? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ton premier UTMB c'était en 2004, la première course à laquelle tu as participé c'était dans les années 2000 par ici. Donc ça veut dire que ça fait 24 ans, une vingtaine d'années à la louche on va dire, que tu pratiques la compétition, donc c'est exigeant, ça fait beaucoup d'entraînement, ça fait une pression. Et tu performes encore aujourd'hui à des niveaux qui sont excellent, tu es 5e à l'UTMB cette année, l'an dernier tu es premier à la TDS. Qu'est-ce qui, selon toi, explique cette belle longévité d'athlète, alors que d'autres athlètes, des fois on les voit pendant 3-4 ans et ils disparaissent? Est-ce que c'est lié à cet équilibre? Est-ce que c'est lié à d'autres choses? Ça peut être autant physique que... Bon, je vais reprendre une partie de ce que me dit aussi mon coach, hein. Donc, bon, déjà, il y a cette partie, en fait, je pense, alternance hiver-été, qui permet quand même d'économiser un petit peu le corps. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Je suis persuadé que ça a des bienfaits pour la longévité, en tout cas. Je pense qu'il y a quand même une part de génétique dessus, donc on n'est pas tous égaux là-dessus, à mon avis. Donc là, je remercie mes parents pour ça. Et puis après, l'autre, en fait, longévité, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, oui, je suis performant, voilà, je suis 5e, je suis quand même à 1h23 de 1h23 de gym, hein, donc c'est assez loin quand même. Mais ouais, après, j'ai encore envie. Disons que j'essaye aussi de travailler un petit peu l'entraînement. Je pense pas avoir vraiment être plus performant maintenant. Bon, je mets moins de temps sur mes UTMB, mais bon, être plus performant maintenant que je l'étais, en fait, je suis un peu plus focalisé, comme tu disais, sur les ultras quand même maintenant. Et puis, ouais, j'ai pas tellement d'explications, moi, j'en sais rien. C'est déjà des clés qui sont intéressantes, dans ce que tu racontes sur la coupure, qui peut autant jouer sur le côté très physique, comme tu as dit, plutôt les articulations, etc., qu'un aspect peut-être très mental. Te dire, je mets pas les baskets, je vais pas courir, qu'il y a un type d'effort particulier, mais je vais faire autre chose, et puis j'ai envie de courir, la motivation remonte. C'est peut-être ça aussi qui explique une longévité, qui explique pourquoi tu peux encaisser des entraînements, des charges d'entraînement en course à pied lourde, parce qu'en fait, tu as retrouvé l'envie de courir avec une saison un peu plus cool en course à pied. C'est différents ingrédients qui font un beau gâteau, on va dire. Ouais, et puis on me dit aussi, ouais, tu as encore envie d'y aller? Oui, j'ai encore envie d'y aller, il y a encore des courses que j'ai envie de faire. Voilà, c'est aussi un challenge, en fait, se battre contre cette vieillesse, entre guillemets, ou se battre contre les jeunes. En fait, des fois, voilà, il y a des jeunes qui sont là. C'est vrai que
moi j'entends pas forcément, mais ma famille des fois sur les ravitaux, c'est arrivé sur la TDNS l'année dernière, il dit non mais Ludo il est fini maintenant, enfin voilà, donc c'est marrant d'avoir ça et puis se dire bah on peut essayer justement d'essayer de repousser ça au maximum, enfin, et puis après qu'est-ce que la performance, enfin, c'est à toi de fixer où est en fait qu'est-ce que tu considères comme de la performance. Moi on a parlé de ma remontada cette année en fait sur l'UTMB. Il y en a une autre, il y a un autre exemple aussi qu'on n'a pas beaucoup parlé en fait mince, je vais avoir mangé son nom. De René Rovera en fait, qui a 58 ans, qui passe de la 500e plage je crois à 25, qui finit avec Diego Pazos. Voilà, il y a 10 ans encore de plus, il met 23 heures quoi, enfin c'est 23-15 ou quelque chose comme ça sur l'UTMB. Donc voilà, est-ce que on parle de performance pure, est-ce qu'on parle d'une performance relative aussi à son âge? Bah voilà, faut trouver ce qui toi te donne envie de continuer à courir, et puis on peut, enfin moi je trouve ça très respectable ce qu'a fait René sur l'UTMB cette année quoi. Et j'aime beaucoup, moi en tout cas j'aime beaucoup cet aspect j'avais une discussion récemment avec un collègue sur qu'est-ce que c'est que la performance, et j'aime beaucoup moi cet aspect. La performance c'est le challenge avec toi-même, c'est pas un temps, c'est une démarche et une envie d'en découdre par exemple déjà avec toi-même, et puis après le temps, bon bah sur l'UTMB il viendra parce que tu es en train de te donner au maximum. Mais j'aime bien cet aspect de la performance que tu mentionnes, de faire de ton mieux, comme par exemple René à ce moment-là. Après voilà, il y a plein de quadras qui m'envoient des messages, qui me disent ça nous donne l'espoir, enfin qui sont, on va pas dire c'est normal, mais oui c'est plus mon public, enfin voilà, une personne de mon âge. Maintenant je me souviens de quelqu'un après l'UTMB, d'un jeune qui devait avoir même pas 20 ans, qui est venu me voir pour me féliciter, et voilà, qui trouvait ça voilà, impressionnant, cette remontée, cette longévité, et venant de quelqu'un qui était vraiment jeune. Alors je sais pas son nom, je l'ai pas, je suis désolé, mais voilà, ça fait plaisir, et puis pas que sur les quadras, même si j'ai rien contre les quadras. Et la toute dernière question de la phase d'entraînement, je pense qu'elle sera plus courte que le reste, mais on verra ce que tu as à répondre. C'est très en lien avec probablement ma formation et ce que je développe sur les sites. C'est quelle est la place pour toi de la science au sens très large dans ton entraînement? Quand j'entends science, ça peut être autant c'est une question que je poserai à tout le monde en fait, ça peut être autant les nouveautés scientifiques récemment publiées, etc., que le suivi par exemple fin de tes données, etc. Ou est-ce que ça c'est pas dans ton spectre et tu es plutôt basé sur d'autres choses, très à la sensation comme tu disais ou quoi? Est-ce qu'il y a une place de science là-dedans ou pas? Non, pour l'instant, il n'y a pas de place de science. Enfin, moi, je ne regarde pas vraiment. C'est vrai que quand tu me parles d'analyse de tes données et tout ça, ça me fait penser, parce qu'on a fait le stage au cas à Valto avec Duncan, qui s'est aligné sur l'UTMB. Bon, ça n'a pas marché comme il est souhaité, mais qui avait un analyste de données. Voilà, moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Donc, bon, voilà, ça existe, mais non, je ne regarde pas. Après, j'utilise la montre, j'utilise le cardio ici. Bon, je trouve que c'est bien pour la nuit, c'est bien pour avoir une idée globale, pour avoir quelque chose de vraiment fiable. Je pense qu'il faut utiliser, alors ils sortent maintenant, Coros sort un brassard, voilà, ou alors mettre une ceinture, si on veut vraiment travailler sur l'aspect cardio. Je pense qu'au poignet, toutes les montres, voilà, c'est pas assez fiable en fait, en tout cas pendant l'effort, pour moi c'est pas si fiable. Je trouve ça fiable pour une phase de repos, pour voir en fait justement, moi je regarde principalement le sommeil, voilà, la fréquence cardiaque dans la nuit. Mais voilà, donc non, pas trop science. Maintenant il y a quelque chose que j'aimerais en fait, j'ai commencé un petit peu cette année, voilà, un petit peu par hasard et aussi via Oka en fait avec le stage à Valto. On revenait aussi des États-Unis en ayant fait le pacing de l'hard rock, en étant relativement longtemps sur le haut plateau. Donc le travail altitude en fait, c'est quelque chose que j'aimerais travailler, mais j'aimerais bien le travailler justement avec des analyses et des données en fait derrière. Voilà, j'ai pas encore fait ce pas, mais c'est un axe que j'aimerais bien travailler. Plus que je sais qu'il y a un axe de travail qui est sur la nutrition, mais je préférais travailler celui-là en premier. Alors merci Ludo pour toutes ces réponses à ces questions. Avant qu'on attaque le dernier chapitre, on va dire, de cette vidéo, où on va parler de ta dernière course, savoir l'UTMB, avec les personnes qui suivent les réseaux Courir Mieux, on t'a concocté des petites questions de type tu préfères. Donc je sais pas si tu connais ce jeu tu préfères. J'ai peur là. C'est très simple. Généralement c'est très simple, on te donne deux choix cornéliens qui sont absolument impossibles à choisir, mais t'as pas le choix, tu es entre guillemets obligé de choisir un des deux dans ce monde hypothétique que je te
te propose. Il y a 4 tu préfères, et où je vais te proposer à chaque fois juste de choisir le plus spontanément ce qui te vient en tête. Qu'est-ce que tu préfères? Alors le premier c'est, qu'est-ce que tu préfères? Partir sur un ultra avec une paire de chaussures trop grande ou partir sur un ultra avec un caillou? Paire de chaussures trop grande. Ok. Tu préfères ne plus jamais pouvoir utiliser tes bâtons en montée ou ne plus jamais pouvoir attaquer talon? Plus utiliser bâton. Okay. Tu préfères à chaque ravitaillement sur les prochains ultras que tu fais, tu es obligé de te brosser les dents, ou à chaque ravitaillement que tu fais à l'avenir, la personne qui fait ton assistance te hurle dessus pour que tu te dépêches? Ah, je vais choisir Courtenay. Brosser les dents. Et la dernière, celle-là elle n'est pas facile. Tu préfères qu'à l'avenir, tous les gels, et on sait que tu es très fan des gels sur les courses, tous les gels que tu consommes ont un goût sardine, raclette, miel, ou tous tes repas de récupération post-ultra, c'est une salade de navet? Ouais, ça dure moins longtemps, on va dire, la récupération. Salade de navet. La salade de navet en récup. Ok, tu prendras la pizza après. Voilà. Ou on peut voir s'ils font pizza, salade de navet. Voir si on peut combiner les deux. Ouais, non, quand même, ce serait dommage. Ok, merci de t'être prêté à ce petit jeu. Ludo, maintenant on va passer à le dernier chapitre, on va dire, de cette rencontre, celui qui concerne ta dernière course, où j'espère qu'on va réussir à mettre un peu en lumière, à travers différentes questions que j'ai à te poser, ce que tu nous as raconté sur l'entraînement et qu'on va le comprendre à travers le spectre de l'UTMB que tu viens de réaliser. La première chose que je te propose, c'est si tu veux nous faire un résumé, un petit ou un long récit de cette course UTMB. Toi, du début à la fin, un peu qu'est-ce que tu as vécu, par où tu es passé, etc. Je te laisse nous raconter ça. Par où je suis passé? Je suis parti de Chamonix, je suis passé par Saint-Gervais, je fais le tour et je suis rentré à Chamonix. Champé, c'est voilà, ça? c'est ça. Non, donc voilà, ça part de Cham, toujours pareil en fait. Hein, sur la ligne, il y a toujours du stress en fait, c'est toujours pareil, il y a un mélange de stress, d'envie de partir et puis de se retrouver aussi un peu seul dans les montagnes. Donc départ, ouais, comme toujours, hein, ça part relativement vite sur l'UTMB. Voilà, j'ai voulu faire un petit peu le con, où je suis passé un coup en tête pour applaudir mes collègues que j'allais sûrement pas revoir en fait en début de course, donc pour aussi détendre un peu, parce que c'est vrai que tout le monde est vraiment stressé, me détendre aussi moi sur ce début de course, donc voilà, et voilà, après je suis rentré un peu plus sérieux en fait dans la course, et voilà, cette partie toujours jusqu'aux ouches, c'est une partie qui c'est début de course, donc tout le monde est frais, et c'est vrai que ça va déjà quand même relativement vite. Et je pense que j'étais déjà relativement loin en fait de certains coureurs, quoi. Bon, je parle pas de Duncan, hein, qui était loin de tout le monde, tous les autres coureurs. Mais bon, là, après, il n'y a pas encore à s'affoler. Après, aux ouches, en fait, voilà, on déplie les bâtons, on commence à attaquer la montée. Et ce qui m'a surpris, c'est vrai que je m'attendais de toute façon à retrouver Courtenay. Ce qui m'a surpris, c'est que Courtenay était juste derrière, en fait, dans la première montée, quoi. Alors, c'était pas Courtenay, d'ailleurs, la première, j'ai oublié son nom, qui n'a pas dû terminer, j'imagine. C'était une autre fille qui était première et Courtenay était juste derrière. Donc, j'étais intercalé entre les deux. Et je me suis dit, soit tu n'avances vraiment pas, soit elles sont parties, enfin, sans dénigrer parce qu'elles avancent vite, hein. soit elles sont parties vraiment vite, ou alors tu es collé, quoi. Et là, je ne sais pas, en fait, j'arrive pas à savoir lequel des deux choisir, quoi. Donc bon, après je continue comme ça, et dans le col de Voz, j'ai un petit peu mal au ventre, voilà, enfin je suis pas bien niveau gastrique. Et je dois faire une petite pause sanitaire après avoir ramassé des belles feuilles. Il y avait des belles feuilles un peu comme des, je sais pas comment c'est, des belles feuilles bien larges. Je me suis arrêté sur le bord, puis après je suis allé un petit peu m'éclipser avant la descente. Et je pense que la descente, j'ai fait peut-être un petit peu trop vite aussi. C'est voilà, de dire on va rattraper un peu de temps, le temps qu'on a perdu. Et ouais, je suis descendu relativement vite sur Saint-Gervais. Mais ça s'est pas trop mal passé. Puis après, la section Saint-Gervais-Comtat, c'est pas une section que j'aime trop. C'est une section roulante, un peu assez vallonnée quand même. Enfin, ça monte quand même un petit peu. Et voilà, bon, après ça passe relativement vite. J'avais pour moi, j'avais toujours pas une sensation où j'avais vraiment de l'énergie. Enfin, je me sentais assez vidé, et je pense que c'était renforcé encore par le fait de se dire,
ouais, mon coach il me dit c'est bien, t'es 40e. Je dis ouais, super, 40e. Voilà, et, ça n'a pas eu l'effet escompté, quoi. Ouais, non, mais voilà, après j'arrive au compta, je suis à peu près dans les temps que j'avais prévu, quoi. Mais je dis putain, mais je suis quand même je suis 40e ou plus de 40, plus de 40, quoi. Donc tu dis ouais. Bon, même toujours, je pense que ça renforce cette idée où j'ai pas d'énergie et pourtant le chrono il me dit que ça va pas si mal. Enfin, je suis dans mes temps de 2021, c'est ce sur quoi je m'étais basé sur les temps de référence. Et bon, voilà, je continue comme ça le col du Bonhomme. Descente, ça se passe, descente sur Échappieux, ça se passe plutôt pas mal, quoi. J'avais déjà un petit peu mal au quadri, je pense d'être descendu trop vite, peut-être pas assez encore entraîné. C'est déjà quelque chose que j'avais ressenti en 2021, peut-être manque d'entraînement descente encore. Mais je pense en avoir fait un peu plus cette année. Je me dis peut-être qu'il faudrait que je passe aussi sur un entraînement, comme a fait Aurélien pour la hard rock, entraînement spécifique descente. Je sais pas, peut-être 2-3 semaines, ouais, 3 semaines peut-être de l'objectif, vraiment casser de la fibre. C'est quelque chose peut-être à essayer la prochaine fois. Parce que là, j'ai eu, première descente, j'avais quand même déjà un petit peu mal au quadri. Sur l'Échappieux, j'ai encore mal au quadri, mais ça va. Je reviens sur Duncan, on échange sur son début de course. Il me demande si je continue. Je lui dis ben oui. L'arrivée, c'est à Cham. Voilà, et lui, il m'a dit qu'il arrêtait au Chapieux. Voilà. Puis après, Chapieux, ravito. On voit mon assistance, même s'il n'y a pas de zone d'assistance, mais voilà, ils sont là pour faire les supporters. Je vois aussi François qui est là, voilà, qui m'encourage, qui est toujours là, qui me dit t'inquiète pas, ça va remonter. Je dis ouais, ça va remonter, on verra. Mais ouais, encore une fois, je me sentais un petit peu vidé. Et sur cette section Chapieux jusqu'au pied du col de la Seigne, dans toutes mes éditions, même celles que j'ai bâchées, je pense que j'avais jamais réussi à courir toute cette partie section bitume. Qui est un petit peu montante quand même. Donc là j'ai pu courir pas trop mal. Dans le col de la Seigne, j'alterne en fait marche et course. Je reviens sur Courtenay d'ailleurs qui m'avait déposé juste après les comptas. Ouais, mais vraiment déposé, je l'ai plus vu après. Donc je reviens sur Courtenay, on échange quelques mots et puis voilà, après je continue mon chemin, quoi. Je pensais rester un petit bout avec elle parce que je pensais que ça allait être le bon pace en fait. Enfin s'il fallait suivre quelqu'un, Courtenay, bon après elle avait fait quand même déjà deux grosses échéances, mais pour un top 10 c'était je pense un pace qui était pas mal. Et je pense qu'en tout cas jusqu'à Courmayeur elle était bien dans ce pace là, quoi. Donc voilà, col de la Seigne, col de la Seigne, après il y a pas mal de brouillard aussi, on est obligé de mettre les frontales sur minimum pour pas trop se faire éblouir. Bon, descente, toujours pas mal en descente, la montée, j'ai toujours pas trop l'impression d'avancer, mais bon, je rattrape des concurrents ou je double des concurrents, donc je dis que ça va pas si mal. Et puis après j'arrive lac Combal, je fais un bout sur les pyramides calcaires avec quelqu'un que je connais du ski alpe, Bastien Fleury. On fait un bout de descente ensemble, puis juste avant le lac Combal, je sais pas, il disparaît, faudrait que je lui demande ce qu'il a eu. Peut-être besoin d'une petite pause hygiénique aussi, je sais pas. Et voilà, j'arrive au lac Combal où il y avait le relais des légendes, je sais pas si tu sais, en fait, qui faisait le même parcours, qui partait en même temps que nous. Donc tous les anciens vainqueurs qui allaient se relayer autour du Mont Blanc. Et donc il y avait Vincent Delbar qui était là-bas au lac Combal, qui allait prendre son relais là-bas. Et puis qui me donne les infos de course. Alors je sais pas si. Il me dit bah t'as 45 minutes sur la tête. Je dis bon ok. Et voilà, c'est 31. Donc bon, j'avais déjà redoublé pas mal de monde dans le col de la Seigne. Donc 31, je dis bon, c'est pas top, mais c'est déjà pas si mal. Puis voilà. Il me dit t'inquiète, ça peut revenir. Je dis ouais ça peut, mais bon quand t'as déjà 45 minutes. Donc voilà, après arrête du Montfabre, je double pas trop, je reviens sur des concurrents là, mais je double pas grand monde. Et puis après c'est la descente sur Courmayeur où je pense que je fais encore une assez bonne descente. Alors même si j'ai mal aux jambes, ça se passe, ouais, ça descend encore assez bien. Et puis Courmayeur là, c'est là où je regarde ma montre et puis je sais pas, je pense trop petite, faut que je demande à Kouros qu'il fasse un peu plus grand. J'ai l'impression que je suis 45 minutes en plus lent que mes estimations, enfin que ce que j'avais prévu. Donc là, un coup au moral. Je dis à Céline, je dis ouais mais je vais aller au bout, mais ça va pas être 22 heures comme prévu, ça va être 24 voire 26. Ouais, vraiment
le coup de moins bien, elle me dit bah, t'arrives là, il y avait Tim Tollefson qui était là, il me dit bah là, c'est la 20e place. Je dis, bon, 20e place, je m'étais dit, en voyant le plateau de départ, rentrer dans le top 20, ce sera déjà pas une mince affaire. Donc c'est déjà, ça permet de se remotiver un petit peu, dire c'est un top 20 qui est pas si mal au vu du plateau du départ, quoi. Donc voilà, je repars comme ça. C'est qu'après en fait que j'ai vu que, en regardant un petit peu mon temps final à l'arrivée et puis un petit peu en analysant un petit peu la course, qu'au final j'ai vraiment mal lu ma montre et j'étais 8 minutes plus rapide que ce que j'avais prévu. Au lieu d'être 45 minutes en retard, ça change quand même pas mal. Oui, ça change quand même. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Et Berton, pareil, l'attaque de Berton, en fait, toute la partie dans Courmayeur qui est sur bitume, tout ça, j'avais jamais réussi à la courir. Donc là, j'ai pu courir tout le long jusqu'à l'entame du chemin. Donc ouais, au niveau mental, je me disais, ouais, il y a quand même encore du jus, même si tu as l'impression qu'au final, il n'y a pas d'énergie, tout ça. Et ben sur ces parties-là, ouais, ça se déroule pas mal. Là, je double Hugo Deck qui alternait marche-course. Et dans la montée du col Berton, alors ils ont fait une petite variante, on a pris 2 lacets de route au lieu de couper, mais bon, pas grand chose. Dans ces montées de Berton, je revois des lumières, donc c'est un petit objectif court terme, on se fixe sur la lumière et on essaye de rentrer dessus, quoi. Donc au final, je pense que j'ai fait une assez bonne montée à Berton, et puis après il y a toute cette section jusqu'à Arnouva en fait, qui a pas mal de radada, de relance. Et là, pareil, je vois 2 frontales, donc c'est un objectif. On ajuste la mire et puis voilà. Elle est loquée, maintenant on peut plus la lâcher. Et quand je reviens dessus, c'est Pao Capel et un autre coureur. Donc ouais, je suis surpris de voir Pao là. Et puis et voilà, je continue mon chemin. Maintenant, Pao, il essaye de s'accrocher pendant un petit moment. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, en fait, voilà, je sens pas qu'il est juste derrière. Et puis au bout d'un moment, il y a juste après le refuge Bonatti, en fait, il y a une bonne faux plat montant que j'arrive à courir tout le long. Et là, Pao a décroché. Après, je l'ai plus revu, quoi. Okay. Descendre sur Arnouva, c'est assez bien passé. Là, on me dit je suis 11. Alors, j'ai dû rater quelques coureurs, mais voilà, on me dit je suis 11e. Je dis Baptiste est juste devant. Alors, il dit Baptiste Chassagne. Et juste devant, je dis ça c'est le top 10 devant. Hein. Top 10 c'est quand même c'est un bon objectif. Donc voilà, rattaque Grand Col Ferré. J'essaye de me concentrer pour bien pousser sur les bâtons. Il y avait un petit peu avant dans la nuit, j'avais eu une douleur à un coude. Je me dis si je commençais à avoir une tendinite ou quoi, mais alors ça allait, ça venait. Mais bon, je pouvais quand même toujours utiliser les bâtons et dans toutes les montées, j'essaye quand même de bien me concentrer pour pousser, parce que c'est vrai qu'on y pense pas mal en début de course, à pousser sur les bâtons, à essayer de soulager les jambes. Voilà, donc dans toutes ces montées, j'essaye de bien penser. J'ai des bâtons qui sont relativement grands, j'ai une technique un petit peu spéciale peut-être, mais bon, je pense que ça soulage quand même bien les jambes, et ouais. Je me focalise là-dessus jusqu'au sommet du Grand Col Ferré. Et juste avant le Grand Col Ferré, donc j'ai doublé Baptiste en début de Grand Col Ferré, qui me dit qu'il a des problèmes gastriques, enfin qui n'est pas très bien. Et après je double Annès. Je pense que c'était un bon candidat, enfin quelqu'un qui a une grosse cote aussi. Et ouais, j'étais surpris quand même de le voir là, le doubler. Il n'a pas du tout essayé de s'accrocher. Et après la course, il m'a dit mais tu m'as doublé avec une différence de vitesse. Mais ouais, moi j'ai pas l'impression d'être très vite, même si voilà, là je sentais un petit peu quand même mieux de l'énergie par rapport à ce que j'avais en début de course. Je pense, mais c'est que psychologique, à mon avis, j'étais pareil en début de course, quoi. Mais là c'était vraiment juste le ressenti, c'est de doubler les coureurs et de se dire bah ouais, ça va pas si mal, quoi. Même si à chaque fois que je voyais mon assistance, je me plaignais, mais ça c'était pour me faire plaindre. Voilà, et puis le lever du jour, donc le lever du jour, je l'ai au Grand Col Ferré, on peut attaquer la descente, éteindre la frontale, le brouillard aussi est passé, et puis voilà, on va commencer à avoir une belle journée, quoi. Descendre sur la Foulie, c'est des sections qui sont assez faciles, où on peut prendre un petit peu de vitesse. Voilà, j'essaye de gérer comme je peux, les petites relances, d'essayer de relancer dès que je peux. Je reviens sur un coureur, mais j'arrive plus à me savoir qui je double à ce moment-là.
Je sais plus, j'ai oublié. Ok. Faudrait Faut que je reprenne la liste. Ouais, faut que je reprenne la liste. En bas de, juste avant la Foulie, en fait, qui c'est que joue? Ah bah oui, c'est Ardito que je vois en bas, qui me dit qu'il y a Peter. Alors j'étais en train de me dire, mais quel Peter en fait il y a. Puis c'est après, quand je l'ai doublé juste après la Foulie, j'ai vu que c'était Peter Engdahl. Donc ouais, grosse cote quoi. C'était vraiment quand même des favoris sur l'UTMB. Voilà, c'est pas déroulé non plus comme prévu. Mais voilà, la Foulie, mon assistance, elle est là, même si c'est pas un ravito assisté, ils sont là en supporter pour me remonter le moral, pour me dire que j'avance encore. Et puis voilà, plus du soutien psychologique. Bah, voilà, j'ai vu les petits que tu as vus tout à l'heure, les petits de mon beau-frère qui est là, Jérémy, ma femme. Voilà. Donc ouais, ça fait plaisir. Et puis cette partie sur la Foulie en descente, ouais, il y a encore, je me sens encore assez bien en descente. Il y a encore un petit peu de vitesse. J'accuse un petit peu dans ces petites relances. Voilà, des fois il y a des parties où je dois marcher. Mais voilà, on m'annonce après. Je revois mon assistance un petit peu plus loin qui est sur le bord du parcours, où ils me font voir qu'ils avaient décoré la voiture aussi. Ils avaient mis Oka, des logos Oka de partout. Ça, c'était mon collègue avec qui je cours, qui avait fait faire des stickers pour Oka. Voilà, c'était marrant de voir la voiture comme ça. Et puis ils m'annoncent un groupe de coureurs, en fait. Ils sont 3 et après c'est une rentrée dans le top 5 sur ces 3 coureurs à 5-7 minutes, quoi. Okay. Et voilà, donc je continue ma route. Et puis dans le village d'après, juste avant de rattaquer Champé, en fait, on me dit qu'il y a Jean-Philippe Tchouy, qui aussi, je pense, enfin, j'attendais une grosse course de lui parce que je l'avais fait entraînement à Valto avec Oka. Et il était vraiment, vraiment solide. Okay. Et bah là, il avait des problèmes gastriques et voilà, il n'a pas terminé la course. Donc ouais, c'est un peu comme en 2016, beaucoup de coureurs en fait qui sur le départ, voilà, sur le papier, on ne sera pas devant, c'est sûr quoi. Et bah voilà, c'est une course, il peut arriver plein de choses pendant la course quoi. Donc voilà, avec Jean-Philippe, on échange quelques mots. C'est vrai qu'il est dans le dur là. Et après, je continue sur la montée de Champé. Et l'objectif, du coup, c'est de rattraper les 2 autres. Que je sais qui c'est Mathieu et Thibaut, quoi. Donc, quand j'arrive au ravito à Champé, en fait, je vois qu'il y a encore Alix. Donc Mathieu n'est pas parti il y a très longtemps. Il y a aussi l'entraîneur qui fait son ravitaillement, Patrick Bringer de Thibaut. Voilà, je repars le long du lac. Alors, quelques mètres, il y a mon assistance qui fait avec. Hein. Alors, pas tout le lac parce que c'est interdit, mais qui ont fait quelques mètres au bord du lac, donc c'était sympa. Et voilà, ils me disent que ça avance encore, que la foulée est pas mal par rapport à ceux qui sont devant moi. Alors, je parle pas, j'imagine, de Jim hein, qui devait être sur cette partie-là et qui devait voler. Il devait marcher sur l'eau, à mon avis. Mais voilà, donc je rattaque là, la petite bosse, et puis après la descente jusqu'à Bovine. Et c'est là, dans une ligne droite, où je vois Thibaut. Et c'est vrai que je suis surpris de revenir relativement vite sur lui, sur cette partie qui est assez facile, et ça déroule, quoi. Voilà, on échange quelques mots. Il me dit mais ça doit être la soirée Compressport parce que parce que juste avant la course j'avais été c'était juste un acte de présence hein. Je suis pas allé jusqu'à 4h du mat en boîte à boire des coups hein. J'ai bu de l'eau et je suis allé aux soirées Oka et Compressport juste pour voir un petit peu et aussi pour personne n'y va en fait avant les courses parce que voilà on est dans la course tout ça c'est bien d'aller aussi changer les idées. Enfin, on va pas se coucher à 9h, sachant que la course elle part à 18h, donc autant sortir. Moi je suis resté jusqu'à pas très tard, mais 10h30, 11h là-bas, et puis après rentrer se coucher. Donc. La petite blague, c'est que la soirée Compressport s'appelle Merci Dieu, je ne cours pas, je n'ai pas course. Thank God I'm not racing. Il y a une petite photo de toi à côté du panneau Thank God I'm not racing. Oui, puis il y a Valérie qui voulait cacher de notes, mais c'était assez rigolo. Non mais ouais, donc mais c'est aussi des choses en fait où je me suis dit voilà, t'as voulu aller à ces soirées-là, maintenant t'as pas le droit de bâcher quoi, faut que tu ailles au bout parce que sinon on va dire t'es allé en soirée donc donc d'un autre côté c'est quelque chose qui met la pression mais qui m'aide à tenir dans les moments où je me disais qu'est-ce que je fais là quoi, parce que ça arrive toujours ces moments-là. Donc on a été à montée de Bovine, j'avais dépassé Thibaut, donc du coup Thibaut, je pensais qu'il allait s'accrocher un moment, non, mais il est resté dans son allure course,
il a sûrement bien fait. Et puis bovine, quand j'attaque vraiment, il y a toute une partie qui est faux plat montant. Quand j'attaque vraiment la partie marche, je vois un petit peu au loin Mathieu. Donc voilà, c'est à nouveau l'objectif de revenir sur Mathieu. Je vais revenir à peu près à la moitié de la montée. Et là par contre pas comme les autres, Mathieu, j'arrive pas à le poser en fait. Enfin vraiment j'ai pu revenir dessus, je reste un moment derrière, un moment au sommet je passe devant, mais dès que je cours il court, voilà, vraiment il s'accroche vraiment fort. Et ouais, c'est différent des autres personnes que j'ai doublées, quoi. Et on nous annonce après Arthur Joyeux-Bouillon juste devant, et c'est vrai quand on arrive, il y a une petite auberge là-bas, un petit refuge. On le voit qui passe au col, et donc on le rejoint juste avant enfin juste au niveau de la Giette en fait. On a fait la liaison. Et c'est vrai qu'Arthur, j'avais fait, je le connais bien, c'est un bon copain, et on avait fait le recours ensemble. Je lui ai dit de s'accrocher, mais voilà, là il pouvait vraiment pas rester avec nous, et ça m'aurait fait plaisir de faire un bout avec lui. Et je m'étais mis ça, j'arrive à rentrer, parce que je savais qu'il était, moi je demandais un petit peu des nouvelles, je savais qu'Arthur était dans le groupe de test, je lui dis peut-être que c'est son année, tout ça, enfin peut-être que ça va, voilà, il va peut-être faire un podium dessus, enfin il a été très longtemps vraiment bien dans le coup, et là quand on l'a doublé, ouais, il arrivait vraiment pas à ce qu'il s'accroche, et c'est vrai que j'étais un petit peu déçu, j'aurais bien aimé faire cette fin de course avec lui. Mais bon, voilà, la course a fait que on s'est jamais dit on ferait un bout de course ensemble. On s'est toujours dit de toute façon si ça tombe comme ça, bah, ce serait bien de faire un bout de nuit ensemble, tout ça. Mais c'est pas tombé comme ça. Au final, la nuit, je l'ai fait tout seul cette année. En 2021, je l'avais fait avec Diego, avec Greg. C'est vrai qu'avec quelqu'un, on avait passé un bout de la nuit ensemble. Bah, cette année, ça a été tout seul. Mais on se fixe jamais de trucs. On va faire la course ensemble. C'est difficile aussi de faire une course avec quelqu'un, quoi. Même si on a envie et qu'on le connaît bien, c'est toujours difficile. Soit on s'enferme dans un pace qui n'est pas bon, soit on va être en sur-régime. Et voilà. Mais bon, ça arrive qu'on passe quand même des bouts ensemble, et là c'est pas possible. Donc on continue ensemble avec Mathieu du coup. Et on arrive sur la Forclaz, où la Forclaz c'est le Tour de France là. C'est la fête. Alors c'était pas pour nous, c'est sûrement pour les premiers et pour Courtenay. Mais bon, ça fait du bien quand même de voir voilà, toute cette foule, c'est marrant, c'est un petit peu. On a passé pas mal de temps, déjà toute la nuit tout seul, et voilà. Même s'il y a eu Notre-Dame de la Gorge où on était content aussi de sortir parce qu'au bout d'un moment on a la tête comme ça. Voilà, de retrouver un petit peu comme ça une grosse ambiance, c'est marrant. Ça dure pas très longtemps, donc ça va. Heureusement, parce que sinon les cloches, les fumigènes, les tronçonneuses, ça serait compliqué si c'était tout le long de la course comme ça. C'est un autre type de compétition. Ouais, c'est différent. Mais voilà, après Trian, là, ouais, on fait avec ma femme, on fait ravito rapide, je repars devant Mathieu, mais juste quelques mètres, et il recolle tout de suite sur le plat avant la bosse, il recolle. Et dans la bosse, j'ai quand même fait ce que je pouvais. Je voulais essayer de faire la différence là, mais il a pris 10 mètres maxi et toujours resté vraiment. Donc il était, physiquement, j'étais sûr qu'il était solide, mais mentalement, il était costaud aussi pour s'accrocher. Et voilà, après descente, montée des Tsep, elle était quand même déjà assez dure. C'était une partie, vous avez changé un peu le parcours, une partie très raide au début en fait par rapport à l'ancien parcours. Mais ouais, vraiment on est resté quasiment ensemble. Et descendre sur les Tsep, des Tsep, descendre sur Valorcine en fait, elle avait été modifiée aussi, il y avait un éboulement, donc c'était un petit peu plus difficile. On allait faire un petit chemin balcon, et après descente assez raide sur un chemin technique jusqu'à Valorcine, où là, moi je suis arrivé en bas à Valorcine, je me dis mais je sais pas, même pas comment je termine la course, quoi. Et Mathieu avait la même chose, il avait les quads défoncés, quoi. Et voilà, bon après il faut remonter jusqu'à col des Montées. Et alors là pour le coup c'est Mathieu qui part un petit peu avant. Et là c'était mon erreur. Là j'ai jamais pu recoller, quoi. Après c'est un petit peu aussi sa force sur les parties roulantes. Il est assez costaud. Et voilà, là il est parti une trentaine de secondes avant et j'ai jamais pu recoller. Ouais. Je regrette un petit peu cette partie-là. Je dis peut-être que si j'avais pu repartir avant, tu vois, prendre 30 secondes de plus au ravito, ouais, c'est dommage. J'aurais pu rester en tout cas peut-être dans la montée d'après avec. Mais voilà, il a bien joué, il a fait une belle course aussi, quoi. Donc, et puis je suis content quand même de cette section-là aussi, en fait, parce que j'ai pu courir tout le col des Montées, à part un moment, ils ont encore fait un tout petit changement, on passait sous un tunnel et on faisait un petit radar,
où j'ai marché quelques mètres. Mais sinon, j'ai pu courir tout le col des montées, ce qui m'était jamais arrivé non plus. Donc pour moi, cette partie, enfin ces parties là où j'arrive à courir, alors que j'ai jamais jusqu'à maintenant réussi à courir, je pense que c'est le bienfait de cet entraînement de 3 semaines. Et en analysant après la course, en fait, c'est une des courses où j'ai été le plus régulier, à mon avis, dans la course, en fait. Et ça, je le vois notamment en fait avec la courbe de l'allure d'effort de Coros, où je suis relativement constant. Il y a une légère baisse en toute fin de parcours. C'est vrai que dans la montée flégère, ouais, c'était difficile. Surprenant après 160 km. Ouais, surprenant, mais... Pourquoi tu as ralenti? Non, mais voilà, cette montée était, je la connaissais pas, je l'avais pas repérée. Alors, je pense pas que ce soit plus facile qu'une tête au vent. Ce qui est plus facile, c'est que tu fractionnes la montée, tu fais une montée, une petite descente. Alors une descente qui est vraiment très technique. Et après, tu remontes à nouveau sur la flégère. Mais sinon, je pense pas que ce soit quand même plus facile. Il faudrait vraiment regarder les temps, mais ce soit pas plus facile que l'année d'avant, quoi, en passant par tête au vent, quoi. Voilà. Ce qui est plus facile, c'est le fractionnement de cette montée. Okay. Et après, sur la flégère, Mathieu, on arrive sur la piste et il est pratiquement déjà au sommet, donc je dois avoir au moins 3-4 minutes, ouais, peut-être 4 minutes de retard. Et voilà, c'est mort. Et après, on profite quand même d'ambiance. Il y a aussi vraiment une grosse ambiance à la flégère. A priori, tous ceux qui étaient au col de la Forclaz, ils sont partis à la flégère. Et ouais, il y a une bonne ambiance aussi flégère. Et voilà, dernier ravito, je me pose 1 minute pour boire un coup, et puis je commence à avoir la tête qui tourne, alors il faut tout de suite repartir. Début de la descente, il faut se remettre dedans, et puis après ça a déroulé vraiment pas mal encore sur la descente. Toujours les quadrilles vraiment éclatés, t'as l'impression de ne plus pouvoir courir, mais au final ça a déroulé quand même pas trop mal. Et ça, je pense que c'est un petit peu une leçon de mes 2 courses que j'ai fait sur la Western. À partir de 80 bornes, j'avais vraiment les jambes qui étaient défoncées, et je me suis dit mais jamais j'arrive à la fin. Et en fait, c'est quand même possible de courir, et on arrive quand même à courir sur des jambes qui sont, on dirait des bouts de bois. Mais voilà. Puis après, l'arrivée dans Cham, toujours pareil, il y a quand même toujours un petit peu d'émotion, même si c'est une 5e place. C'est toujours sympa de retrouver la famille, les pacers et tout le public qui sont là pour nous encourager. C'est vrai que tout au long de cette course, j'ai eu plein d'encouragements de gens qui m'ont dit voilà, la remontée que tu fais, etc. Donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir ça. Puis même après la course, il y en a eu plein. Donc merci en tout cas au public et aux supporters, quoi. Bah, c'est un beau récit. Je pense, peux pas te dire plus. Je sais pas si tu as des questions sur le récit. Ah, c'est déjà très clair. Couper parce que c'était long. Non, c'est déjà très clair, et moi je l'ai bien vécu avec toi. La dernière chose que tu viens de dire là sur les gens qui t'ont félicité ou qui t'ont encouragé pour ta remontée, ça m'amène à une question que je voulais te poser. Selon toi, est-ce qu'il y a quelque chose chez toi, physiquement ou psychologiquement, qui explique cette capacité que tu as à remonter? Parce que c'est quand même quelque chose que tu fais régulièrement, tu le fais pas de temps en temps, c'est une tendance que tu as à remonter dans le classement? Bah, disons qu'il y a une fois, quelques fois où je suis parti vraiment en tête. Déjà, je sais plus dire difficile en fait mentalement, c'est toujours beaucoup plus confortable de remonter en fait que d'être en tête et de se faire dépasser. Donc c'est un petit peu un confort, même si vraiment quand on veut jouer la course, je pense que si on veut vraiment jouer la course, mais c'est rarement mon objectif de jouer la course, de faire un temps ou une place, c'est encore plus difficile que de se fixer un temps, mais c'est plus facile de partir vraiment... Bon, en dedans, de toute façon, il faut partir en dedans sur un ultra, quoi. On va pas partir. Mais c'est plus confortable de remonter des coureurs, même si quand on est vraiment loin de la tête, ou là, moi, mon allure, en fait, j'avais l'impression de ne pas avancer. En fait, c'était pas mon but de vraiment être aussi loin, quoi, en fait, sur le début de course. J'aurais bien aimé rester autour de la 20e place, en fait, tu vois, sur le début de course. Et c'est vrai que ça a été difficile, justement, mentalement, de se dire ouais, mais t'es vraiment loin en fait de ce que tu pensais être, hein, mais, même si je m'étais fixé un temps, mais pas une place en fait sur la course, quoi. Donc c'est la facilité, on va dire, de se dire de remonter, quoi. Il y a un autre élément que tu as mentionné tout à l'heure, et peut-être qui explique aussi cette remontée, c'est que tu as croisé beaucoup de gens qui ont plus ou moins explosé, ou en tout cas plus ou moins eu besoin de ralentir. Thibaut, tu regardes sa courbe, Arthur, tu regardes leur courbe de vitesse, ils ont tous ralenti. Et toi, tu disais que ton allure d'effort que Coros te donnait avait été plutôt stable.
peut-être qu'au début ça te paraissait lent et en fait comme tu es resté stable, et que sur d'autres courses tu as cette capacité de gestion à la stabilité, tu arrives à remonter en fait. Oui, mais là j'en suis vraiment satisfait de cette course par rapport à ça en fait. Et là j'ai pratiquement fait une course à la Courtenay. Parce que pour moi c'est ça en fait, Courtenay c'est pas qu'elle est, elle est jamais en fait hyper rapide en fait dans le départ, mais par contre elle est hyper constante. Elle peut encore courir des sections sur les fins de course que les 99% des mecs ne courent plus quoi. Et c'est sur cette régularité en fait que voilà, je trouve qu'elle est impressionnante. Et moi je suis content de cette course par rapport à ça, d'avoir. Je pense que c'est une des courses où j'ai le moins baissé en fait sur la fin de course. Et voilà, même si on voit un petit peu en fait sur la fin l'allure d'effort qui baisse, voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas fait la tête au vent parce que j'aurais bien aimé comparer en fait les temps. Alors je peux comparer par rapport à l'arrivée sur Valorcine, même si la descente est un petit peu différente avant. Mais je pense que tu vois, j'ai que 8 minutes d'écart par rapport à 2021. Au final, j'ai 40 minutes de plus. Donc c'est vraiment sur la deuxième partie où j'étais plus constant que ce que je faisais avant, quoi. Ouais, je pense juste à ça. J'avais écouté récemment un podcast de Guillaume Millet justement qui parlait d'une étude sur la stabilité de l'allure et que généralement ceux qui s'en sortaient le mieux étaient ceux qui étaient le plus stables et ça revient à tout ce que tu racontes là. Donc c'est super intéressant, je trouve. Ça met un peu en lumière avec des choses que j'ai entendues dernièrement. Donc vraiment intéressant. Il y a une question que je me posais sur un moment de la course particulier avec Mathieu. C'est toi, tu as été, là de ce que tu racontes, j'ai l'impression que tu as été, ton approche un peu psychologique, on va dire, ça a été pas la chasse à Mathieu, mais presque, de le rattraper et après essayer de le dépasser. Ouais, c'est le but quand on double un concurrent, même si voilà, on double des concurrents, on échange quelques mots, même des fois on les encourage. Au final, on reste quand même compétiteur et puis on a envie d'être dedans, quoi. Alors, surtout que Mathieu, j'ai déjà couru la Western, il m'avait aussi posé sur la fin de course, même s'il a peut-être pas fait la course qu'il espérait, voilà, il est quand même rentré dans un top 10. Bon, il s'est fait doubler par Courtenay, mais il y en a plein qui se sont fait doubler par Courtenay. Mais ouais, disons que c'est sûr qu'on échange, mais ça reste quand même la course et puis on essaye de faire le maximum. Et puis moi, je pense que j'ai quand même fait ce que je pouvais. Enfin, je pouvais pas monter bien plus en fait sur les steps, sur les steps que ce que j'ai fait. Et là, il s'est accroché. Et, ouais, je te dis, là, je pense que quand même, il y a eu. Pour moi, c'était un petit peu une erreur sur ce ravito de prendre trop de temps. Et c'est toujours, quand tu es dans la roue de quelqu'un, tu vois, de s'accrocher, c'est toujours un petit. Et là, d'avoir pris voilà, juste 30-40 secondes d'écart, bah, au final, bah, peut-être que j'aurais pu l'accrocher ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, je regrette un petit peu de ça, de peut-être pas avoir pu accrocher plus longtemps. Alors peut-être qu'il m'aurait quand même posé dans la montée ou dans la descente. J'ai plus de doutes dans la descente, mais voilà, peut-être qu'à un moment, il aurait quand même fait l'effort. Peut-être qu'il en avait plus sous le pied, même si bah, lui, il s'attendait. Pour lui, c'est pas la course qu'il souhaitait faire, quoi, c'est sûr, quoi. Moi, je suis satisfait de ma course, lui, il n'en est pas vraiment satisfait. Donc, on n'a pas fixé le niveau de performance au même. Et, en tout cas, dans ce que tu dis là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que tu avais plus une approche de essayer de rattraper Mathieu ou de le dépasser. Que essayer de fuir, par exemple le 5e ou le 6e pardon, qui pouvait te revenir dessus. C'est Ouais. plus positif, on a l'impression. Oui, mais à un moment quand même, je me pose des questions sur Thibaut parce que j'essaye de savoir où est-ce qu'il en est en fait, s'il a vraiment, parce que j'étais sûr que c'est encore Thibaut qu'il allait pas lâcher, quoi, et savoir s'il allait revenir ou pas, même si c'est quelqu'un de mon équipe de Oka, voilà, ça reste aussi une place. Un top 5 ou top 6, c'est différent. Disons 4, 5, ça change pas grand-chose, mais voilà, même si c'est c'est purement fictif cette limite. Voilà, un top 5, on parle d'un top 5, on parle pas d'un top 6, quoi. Donc, Et comment tu peux expliquer ces espèces de départs extrêmement rapides où toi, comment tu les vis, tu l'as dit, mais j'ai l'impression que d'année en année, et pas que l'UTMB, toutes les courses ont des départs qui sont, quelle que soit la distance, de plus en plus rapides. Pourquoi? Est-ce que c'est pour prendre une avance psychologique à un moment? Est-ce que... Ouais, je sais pas pourquoi, mais non. En tout cas, toi, tu restes un peu en retrait de ça. Ouais, bah là, j'ai juste fait un petit peu le start pour le fun, mais On voilà. s'est demandé si c'était pour rigoler de certaines allures ou pour encourager. Non, mais c'est un peu les deux. Mais c'est vrai que quand on part sur... bah là, j'ai fait 1 kill à 3,26 en fait, mais enfin, quand on part à 3,30 pour faire 150, même si on retrouve la même configuration, ne serait-ce qu'à 100 km, et je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient encore à 3,30. C'est ce que j'essaye de me dire. Est-ce que dans 150 bornes, je serai encore capable de courir à cette vitesse-là et courir sur cette montée-là ou courir sur ce tronçon-là?
souvent la réponse en fait, c'est non. Mais voilà, c'est ce que je me dis pour savoir si je suis dans la bonne allure, parce que c'est toujours compliqué de savoir l'allure qu'on doit fixer en fait, entre étant trop conservatif et puis perdre du temps qu'on va jamais rattraper, ou trop rapide et après au final éclater, enfin exploser et puis au final perdre plus de temps encore. Donc on nous pose souvent la question de savoir à quelle allure partir, mais si on le savait, la bonne, il faudrait partir à la bonne allure. Je voulais te demander quels avaient été les éléments, un peu les moments clés dans ta préparation de l'UTMB, mais ça je pense que tu en as déjà beaucoup parlé, tu t'es plusieurs fois évoqué cette espèce de gros bloc de 3 semaines. Ouais, ce bloc de 3 semaines plus la prépa western en fait. Voilà, pour moi prépa western pour les parties roulantes et bloc pour les parties dénives. Ouais. Donc ça je pense qu'on a bien compris ça. La question par contre moi qui me vient en tête là, c'est comment tu as géré cette transition western UTMB, parce qu'au final elle était de 1 mois et demi si j'ai pas de bêtises, 2 mois, quelque chose comme ça. Ouais. La western c'était un gros morceau et tu y allais pour faire une belle course, tu t'es quand même bien donné là-bas. Au milieu tu t'es retrouvé avec, à faire le pacing de Aurélien Dunampala sur la hard rock, même si tu as fait entre guillemets que 70 ou 80 km, ça reste une des hautes altitudes. Aurélien il fait premier donc tu as eu aussi un rythme de jolie course. Comment tu as géré un peu cet entre-deux pour être en forme le jour de l'UTMB? Bah déjà c'était les vacances entre les deux, donc il y avait les vacances, on a fait un peu de rando avec ma femme et ma fille, voilà c'était rando, j'ai recommencé quelques entraînements tranquilles mais pour être prêt en fait pour le pacing de l'hard rock. Et le pacing de l'hard rock ça rentre totalement dans une reprise, donc c'est pour ça que j'ai couru un petit peu avant, fait un peu de la rando, mais voilà faire 70 bornes, sachant qu'Aurélien avait déjà 90 bornes dans les pattes, oui le rythme est rapide en fait, mais pas quand tu commences après 90 bornes. C'est un rythme que tu arrives. Voilà, je ne vais pas dire que j'arrive facilement à tenir, mais oui, au départ, on s'ennuie un petit peu et plus ça avance en fait, plus c'est lissé en fait. Donc au début de la course, c'est sûr que on pourrait aller beaucoup plus vite, mais donc cette transition, le fait de faire spacing, ça faisait une bonne reprise aussi, 70 bornes et je ne sais plus combien on a fait, pratiquement 5000 quoi. Donc voilà, ça faisait une bonne reprise. Et après, c'était enchaîné avec un peu dans le même esprit, quoi. Pas être très rapide en fait sur les sorties, même si ça n'empêche pas de faire quelques intensités comme on a mentionné. Mais voilà, de repartir sur du volume. Donc ouais, vacances pour les repos, pour le repos, et puis rando un petit peu famille, voilà. Reprise progressive, quoi. Après, juste quelque chose par rapport à la western cette année, voilà, je mets à peu près le même temps que l'année dernière. Par contre, les conditions de course, rien à voir. Et j'ai eu beaucoup plus de facilité à récupérer la western cette année que l'année dernière. Quand on avait couru à 40 degrés, là, on courait, ça devait être 30 degrés dans les canyons, c'était vraiment différent, quoi. Donc la récup était beaucoup plus facile. Et puis tu avais fait une meilleure place l'an dernier ou pas? L'an dernier, j'ai fait 6 et cette année, je fais 13 avec le même temps. Donc c'est pas une question d'effort fourni, quoi. La dernière question que je voulais te poser sur cette UTMB, alors je voulais te poser la question de la stratégie, de 2 types de stratégies sur la course. Tu as déjà mentionné la stratégie un peu mentale, à savoir que tu as beaucoup découpé, partir à une certaine allure, et donc ça je pense qu'on l'a bien compris, le saucissonnage dont tu parlais tout à l'heure. Donc si tu veux, on peut aborder directement la deuxième stratégie dont je voulais parler, c'était est-ce que tu as eu une stratégie alimentaire? Tu as un partenaire alimentation déjà, si je dis pas de bêtises? Je suis chez Oversteam, donc alimentaire c'est très facile pour moi. Donc j'ai voulu commencer en début de course en fait, pas avec des gels, donc j'ai commencé avec pâte de fruits, un peu de bar, mais surtout pâte de fruits. Mais disons que j'ai dû faire 2-3 heures avec ça, et après je suis passé au gel. Et puis moi c'est facile les gels, c'est que j'ai mon temps estimé entre les 2 ravitaux où j'ai mon assistance personnelle, et c'est le nombre d'heures estimé x 2. Et j'ai mon nombre de gels. Voilà. Alors après, des fois, j'ai une recharge, en fait, c'est un gros gel, mais je tourne après qu'au gel et eau gazeuse, et de temps en temps coca sur la course. Et voilà, des fois de l'électrolyte, mais là, il faisait pas très chaud non plus, donc voilà. Simple. Quand ton assistance te croise, tu manges quelque chose là-bas en plus qu'il t'amène ou non, même pas spécialement? Ok. Alors j'avais demandé en fait à Courmayeur, j'avais demandé parce que j'étais allé passer chez les Corses à l'Aristonica, j'étais passé chercher de la charcuterie corse qui est bien salée, bien poivrée, et j'ai demandé à Céline et elle l'avait oublié dans le frigo, donc voilà. Sinon j'aurais mangé ça. Mais bon, j'ai fait sans quoi. Mais après c'est à l'envie, elle a des noix de cajou si j'ai besoin. Justement d'habitude on a un peu de charcuterie, j'aime bien manger. Bon déjà je suis gourmand, j'aime bien. Et puis ouais c'est pas mal pour un apport de sel. Je trouve ça plus sympa, quoi. J'ai menti, en fait, j'avais oublié une question, la vraie dernière de l'UTMB, qui m'intéresse particulièrement parce que moi j'y vois un rôle énorme dans les performances. C'est quoi pour toi le rôle de l'assistance sur ce genre de course? Est-ce que c'est
uniquement un soutien logistique? Est-ce que c'est aussi un soutien moral? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Qui fait ton assistance? Si tu peux nous dire quelques mots là-dessus. Oui, la plupart du temps, c'est ma femme qui fait l'assistance. Enfin, 99% du temps, c'est ma femme qui fait l'assistance. Cette année, il y avait mon beau-frère avec ses fils, plus Jérémy avec qui je cours souvent, sparring partner, on va dire. Donc, assistance logistique, évidemment. Mais bon, voilà, comme tout le monde. Et puis, ouais, mental aussi, en fait. Là, ils m'ont motivé. Pendant des sections au ravito, en fait, ils me faisaient écouter, en fait, les commentaires de mon coach qui avait enregistré un message. Donc, voilà, il me lançait ça. Et puis, si j'avais pas eu mon assistance en 2016, j'aurais peut-être pas terminé la course. Ou je l'aurais pas gagné, en tout cas. Voilà, j'aurais terminé la course, peut-être. Mais voilà, en 2016, quand ils sont venus à ce ravito, en fait, où c'était pas prévu qu'ils viennent, et que je les ai vus à moitié en pleurs, que ça se passait mal, etc. Donc c'était une grosse motivation pour aller au bout, quoi. Donc ouais, soutien les deux. Ouais, okay. Les deux, mon capitaine. Okay, moi, je suis vraiment fasciné par ce rôle de l'ombre de l'assistance qu'il y a sur les courses, et je considère que même dès que ça dure un petit peu ou que l'effort devient difficile, c'est beau de voir ce rôle de l'assistance, donc je voulais aborder ce point-là avec toi, et c'est ce que tu fais ressortir, oui, par exemple. Je pense que ouais, c'est important d'avoir l'assistance, puis de savoir ce qu'on peut avoir besoin. Et puis après, c'est toujours difficile des fois de savoir quoi dire, en fait. Hein. Je sais que... Eh ben, Ludo, merci beaucoup pour ton temps. Je te propose qu'on conclue maintenant. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur l'objectif que tu prépares en ce moment à court terme? L'objectif, c'est la diagonale, donc avec ma femme, dans un mois à peu près. Okay. Et l'objectif, c'est d'aller au bout. L'année dernière, on a essayé, et voilà, on a été blessé, on a pu faire 130 bornes, on a été blessé aux 2 releveurs. Donc j'espère que cette année, on verra la fin. Okay. C'est l'heure de la revanche. C'est l'heure de la revanche. Non, on a fait des petits entraînements, on va encore continuer les entraînements. Et puis voilà, on ira faire un petit voyage, et j'espère que le voyage de la diagonale se passera bien. Okay. Et est-ce que dans ta carrière de sportif, qu'on espère encore longue, tu as un objectif à moyen ou long terme, quelque chose qui te fait un peu rêver, que tu aimerais faire? Si tu as un dossard pour l'hard rock, ouais. Donc là, aller à l'hard rock, en fait, pas en pacer, aller vraiment en coureur. Voilà. Okay. Donc ça, tu l'envisages pour, par exemple, l'an prochain ou dans 2 ans, quelque chose comme ça, si possible? Dès que j'ai des chances à la loterie, je postule chaque année, et puis voilà, pour l'instant... D'ailleurs, je t'ai dit pour une course, mais ça peut être un off qui te fait rêver ou quelque chose comme ça. Mais non, pour l'instant, plus course. Et ben, la dernière chose que je vais te demander, c'est est-ce que tu as un conseil ou plusieurs conseils à donner à des personnes qui nous écouteraient, des trailers, des traileuses ou autres, qui voudraient progresser ou quoi? Est-ce que tu as quelque chose pour toi qui est important, qui devrait garder en tête? Bon, ce que j'ai dit à Domcap, de partir tranquille, non? Non, et puis ce que je dis à tout le monde par rapport à mes expériences du TMB, c'est de toute façon, c'est jamais terminé avant d'avoir franchi la ligne, donc rien n'est perdu, rien n'est gagné non plus. Donc c'est tout, surtout sur un ultra, quoi. Y aller progressivement, mais c'est facile de dire ça en fait, parce que moi j'ai exactement ce que j'ai pas fait, quoi. J'ai directement démarré par des échecs en ultra, et voilà, la logique voudrait qu'on commence vraiment par plus d'augmentation en fait des distances en course, quoi. Donc voilà. Après, c'est facile de dire faut faire ça, et puis je fais exactement l'inverse. Donc en tout cas, on entend souvent ce message, et on entend aussi souvent des gens qui disent bon, j'aurais dû être plus progressif, mais je l'ai pas été. Parce que comme on disait, pour revenir sur le tout début de la discussion, il y a ce côté peut-être très émotionnel dans la longue distance, qui peut-être ajoute quelque chose qu'on a envie de goûter, quoi. Ouais, l'émotion, et puis le défi. Enfin, moi, les premières courses, c'était aussi le défi de dire est-ce que je peux y arriver? Je pouvais pas encore. Mais bon. Et écoute, c'est un entretien extrêmement intéressant. Moi, j'ai retiré plein de choses. J'espère que les personnes qui nous écouteront et qui t'écouteront surtout en retireront autant que moi. Je te souhaite encore une fois une très longue carrière qui va durer. J'espère qu'on se reverra d'ici quelques temps pour d'autres courses réussies et d'autres discussions. Et je te remercie encore une fois de ton temps et de nous avoir accueillis dans ce beau pays qu'est le tien. Merci. Et puis tu me diras ce que c'est une course réussie du coup. Oula, ça je sais pas encore, j'ai pas la réponse. Merci, salut. Merci, salut.